S'il y a bien pour moi une série qui résonne avec Noël, c'est bien Prison Break. Une série qui a forgé mon adolescence, que l'on regardait en famille sous nos épaisses couvertures pendant que la neige tombait. Une série dont j'attendais avec excitation les goodies sous le sapin. Motivé par un élan de nostalgie en voyant l'hiver arriver, je me suis donc refait l'intégralité de cette série chère à mon cœur, en tatouant sur ma peau le plan de ce 99e épisode de 5 théories. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu à réaliser. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon épisode. On commence par un vric-à-vrac de mini-théories et rumeurs qu'on peut lire sur internet. Des hypothèses courtes histoire de se mettre dans le bain. Allez, c'est parti! À la fin de la série, quand T-Bag et Poséidon se retrouvent à Fox River, on peut voir Abruzzi dans l'une des cellules. Des fans ont alors imaginé qu'il était toujours vivant et qu'il avait en fait simulé sa mort. Bon les gars, on va se calmer, j'adore Abruzzi et comme vous, j'aimerais qu'il revienne si jamais une saison 6 arrive un jour. Mais la vérité est tout autre. L'équipe de tournage n'avait pas accès à Fox River pour une scène de 5 minutes. Ils ont tout simplement repris des plans de la première saison. Désolé donc de briser vos rêves et par la même occasion de briser les miens. Pour certains fans, l'amour entre Michael et Sarah ne se ressent pas. Il y a beaucoup plus d'alchimie, par exemple, entre Sarah et Paul quand ils apprennent à se connaître lors de la saison 2. Bon, c'est sûrement car Wentworth Miller, l'interprète de Michael, est gay. Mais justement, début novembre 2020, l'acteur a déclaré qu'il ne voulait plus jouer des rôles hétérosexuels, ce qui pousse des fans à imaginer que Michael est gay depuis le début de la série, et qu'il y aura bien une saison 6 où l'on apprendra qu'il n'était avec Sarah que par nécessité. Il serait en fait secrètement amoureux de Link, ce qui expliquerait tout ce qu'il a fait pour lui. Une théorie qui avait déjà conquis les cœurs de certains fans lors de la saison 4, quand on apprend que Michael et Lincoln ne sont pas frères. Michael est-il amoureux de Link? Personnellement, je ne pense pas, et des fois je pense que certains délires de fans, faudrait pas les pousser trop loin, mais qui sait, peut-être que j'ai tort, et peut-être qu'il y aura une future saison où ils seront ensemble. Alors, celle-ci, c'est plutôt une idée reçue. Et si vous ne savez pas ce qu'est la grève des scénaristes, j'y ai consacré toute une vidéo sur ma chaîne secondaire, si ça vous intéresse. Mais en gros, toutes les séries en production à ce moment-là, Lost, Grey's Anatomy, Heroes et tant d'autres, ont arrêté leur saison en cours de production. Mais pour beaucoup, cela veut dire que les saisons ont été écrites à l'arrache. Et c'est mal connaître comment fonctionnait la télé à l'époque. À l'époque, sur les chaînes câblées, on écrivait au fur et à mesure du tournage pour s'adapter à l'audience. Et on n'avait que 3 ou 4 épisodes d'avance sur leur diffusion. Par exemple, la saison 1 de Prison Break était au départ composée de 13 épisodes, mais face au succès de la série, le plan de Michael a été réécrit pour ne pas fonctionner afin qu'il trouve une solution et que la saison fasse donc 22 épisodes. Quand la grève des scénaristes arrive, ça veut dire que les scénaristes se mettent en grève. À ce moment-là, pas avant. Donc si vous pensez que la saison 3 a été bâclée, peut-être avez-vous raison. Mais ce n'est pas à cause de la grève. Les événements à Sona auraient été les mêmes, même sans grève. La grève n'a eu comme conséquence que d'arrêter la saison plus tôt. On pourrait même dire à la place que la grève a eu plus d'impact sur la saison 4, car la saison 4 est ce qui aurait dû se passer après l'évasion de Sona, et tenir donc uniquement sur 9 épisodes. Voilà pourquoi la saison 4 semble si étirée. On a Scylla, puis quelqu'un l'a volée, puis Scylla a disparu, les héros l'ont à nouveau, puis elle est revolée, etc., etc., pour enfin arriver à la conclusion. Tout ceci aurait dû tenir dans les derniers épisodes de la saison 3. Mais à cause de la grève, Scylla a été transférée à la saison 4. Michael est obligé de travailler 7 ans pour Jacob et finira enfermé à Ogygia. Ulysse est prisonnier sur l'île d'Ogygia pendant 7 ans. Sa femme et son fils sont à Ithaque et le Pense-Mort, comme Sarah et Michael Jr. qui se trouvent à Ithaca, quartier de New York. Michael enfonce un tournevis dans l'œil restant du terroriste, comme Ulysse qui poignarde le Cyclope, dans son œil unique. Poséidon l'empêche de retrouver son foyer, que ce soit Michael ou Ulysse. On peut même aller plus loin, Scylla nous renvoyait déjà au mythe grec avec cette créature à 6 têtes qui demande 6 sacrifices pour la tuer. Les sacrifices pour récupérer Scylla étant dans Prison Break, Aldo, Whistler, Cameron, Bruce, Roland et Bellic. Et cela peut même nous renvoyer aux lettres grecques qui numérotent la chronologie du plan de l'évasion de Fox River. Waouh! J'aime beaucoup cette idée. D'ailleurs, certains fans essayent sur des forums de faire coller le mythe de l'Odyssée aux 3 premières saisons et c'est très intéressant. Mais
Et si on se penchait enfin sur les grosses théories ? L'épisode 20 de la première saison se termine par un événement qui a choqué les spectateurs à l'époque. Bellick découvre le trou qu'ont creusé les prisonniers. Le plan de l'évasion est mis en péril. L'épisode suivant nous montre que, fort heureusement, Westmoreland était là et a pu assommer Bellick avant qu'il ne prévienne qui que ce soit, puis l'attache dans le tunnel. Michael déclare alors, dans l'une des scènes les plus iconiques de la série, qu'il faut partir ce soir, avant que Bellick ne s'échappe du trou. As soon as it gets dark, we go. Right? Pretty, we ain't ready to escape tonight. Escape already started. Started the minute Bellick found that hole. Maintenant, prenons un peu d'altitude et analysons le plan de l'évasion dans son entièreté. Si Bellick n'avait pas détruit la façade du trou, comment les prisonniers auraient-ils fait dans la soirée pour le détruire par dessous, sans faire de bruit pour alerter les gardiens ? De plus, si Bellick n'était pas attaché dans le tunnel, comment Michael aurait-il pu se faire passer pour un garde en s'infiltrant dans l'asile, puisque c'est avec sa veste qu'il va le faire ? Si beaucoup sur les forums estiment qu'il s'agit là d'un des nombreux plot holes de la série, et il est vrai que, et j'aime pas le dire, il y a beaucoup de trous scénaristiques dans l'évasion de Fox River, pour cette histoire de Bellick, je fais partie des gens qui pensent que tout avait été prévu par Michael. En effet, on voit dans les saisons suivantes à quel point il prévoit aussi les facteurs humains et sait déjouer les stratégies de ses adversaires en les prenant en compte dans ses plans, que ce soit pour piéger Mahone avec la drogue sur le bateau, piéger Lechero, T-Bag et encore une fois Bellick quand il prévoit qu'ils vont le trahir à Sona, piéger Krantz pour l'amener à Scylla, etc. C'est d'ailleurs le thème de la saison 5. N'interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur. Alors si l'on revient à cette première saison, peut-être que Bellick faisait partie du plan. Ceci expliquerait pourquoi Westmoreland était là, car il l'attendait, et pourquoi Michael prévient Twinner qu'ils vont s'évader au dernier moment. Michael aurait prévu les agissements de Bellick, car il avait besoin de Bellick. La découverte du trou par Bellick leur permet de ne pas faire de bruit pour dégager le tunnel, de récupérer sa veste pour accéder à l'asile, et bien sûr de semer la discorde chez les autres gardiens, qui se mettront à le chercher plutôt qu'à se focaliser sur les faits et gestes des prisonniers. Personnellement, j'adore cette théorie et je suis vraiment impatient de voir ce que vous en pensez. Selon cette théorie, Charles Patochik serait atteint du même trouble psychologique que Michael et serait en soi son double inversé. Reprenons les bases. Dans le 9e épisode de la première saison, Sarah s'intéresse au passé de Michael et va rendre visite à son psychiatre qui lui dévoile que leur patient commun possède 2 troubles. Le premier est un déficit d'inhibition latente, une maladie qui lui permet de percevoir des informations, des détails que le cerveau des autres rejette afin de ne pas être surchargé. Le deuxième est que Michael, suite au décès de sa mère et au départ de son père, n'a aucune estime de soi et a une peur d'être abandonné. Ceci, mêlé à son déficit d'inhibition latente, l'aurait doté d'une sensibilité beaucoup plus accrue à la souffrance des personnes. Il ne pouvait jamais fermer les yeux sur leurs problèmes, leur peine ou leur douleur. Il serait alors devenu un sauveur pour beaucoup de personnes. Selon le psychiatre, une personne dotée d'un haut QI avec ses troubles devient un génie, tandis qu'une personne dotée d'un QI bas avec ses troubles développe une maladie mentale. Mais qu'en est-il donc pour Patochik ? Eh bien, selon sa biographie sur le site officiel de Prison Break, il a obtenu un doctorat en mathématiques à l'université d'Harvard et a gagné des prix pendant des années avant de sombrer dans la folie. Lors de la 2e saison, alors qu'il est enfin en liberté, il va être touché par la souffrance de Sacha qui se fait battre par son père. Il va alors décider de le tuer même si cela dévoile son emplacement au FBI afin de la sauver. He became very attuned to all the suffering around him. He couldn't shut it out. He became a rescuer, one of those people who were more concerned with other people's welfare than their own. Il est possible donc que Patochik ait les mêmes troubles que Michael, mais qu'il n'avait pas un QI suffisant pour supporter toutes les informations qu'il ressentait, et que ceci ait influencé la venue de sa schizophrénie.
Patochik serait donc le miroir mental inversé de Michael, ce que Michael aurait pu devenir dans une autre vie. If someone with a low IQ has low latent inhibition, it almost always results in mental illness. But if someone has a high IQ, it almost always results in creative genius. Mais l'ultime argument de cette théorie est que, dans toute la série, une seule personne a réussi à déchiffrer à l'œil nu le tatouage de Michael. Et cette personne, c'est Charles Patochik. It's a pathway. Where does it lead? Probablement, sûrement grâce à son déficit d'inhibition latente. Mahon est sans conteste mon personnage favori. Il a eu une brillante écriture, même quand la série était à son plus mal, son évolution est probablement l'une des plus abouties et mémorables de Prison Break. Qu'est-ce que j'aime Mahon! Et je fais bien sûr partie des personnes qui ont été choquées et déçues de ne pas le retrouver dans la dernière saison. J'aurais tellement aimé qu'il y soit! Je peux savoir pourquoi tu nous racontes ta vie? Justement, parce que les fans de Mahon, dont je fais partie, ont une théorie pour expliquer son absence lors des derniers épisodes. Qu'est-ce qu'on sait de Mahon à la fin de la 4e saison? Il sort avec Felicia, félicitations, il semble heureux et on sait que 4 ans plus tard, il est encore en contact avec Sarah Sucre et Link, puisqu'il se retrouve devant la tombe de Michael. Dans cette saison 4, Mahon est progressivement devenu la personne en qui Michael a le plus confiance. Il prend le relais des commandes quand Mike ne se sent pas bien à l'entrepôt. C'est lui qui va remettre le fake Scylla à Christina pour faire exploser la bombe. Et enfin, bien sûr, il est le seul à qui Michael a avoué qu'il allait mourir. Il lui donne même les messages pour Link et Sarah qu'il devra leur remettre une fois qu'il aura disparu. Maintenant, si on y réfléchit 2 secondes, jamais, à aucun moment, Mahon n'aurait laissé mourir Michael. Et c'est justement à cause de cette amitié grandissante qui reposait sur cette relation de confiance que beaucoup refusent de croire qu'il l'aurait laissé faire. À moins que, et c'est ça la théorie, Mahon savait pour Poséidon. Selon cette théorie, Michael aurait révélé à Mahon que Sarah était incarcérée à cause de Jacob et que le seul moyen qu'il les laisse tranquilles, c'était qu'il se fasse passer pour mort afin de travailler pour lui. He's not coming back. He's not coming back. What do you mean he's not coming back? He's not coming back. Mahon aurait ainsi veillé sur Link et Sarah en attendant le moment où Michael se serait débarrassé de Poséidon. Peut-être même que Mahon l'a aidé à concevoir le piège dans le camion, qui sait. Mais Michael s'est fait passer pour mort pendant 7 ans, et on sait qu'au bout de 3 ans, il s'est fait piéger par Jacob et emprisonné au Yémen. Mais selon la théorie, Mahon, en n'ayant plus aucune nouvelle de Michael à partir de là, et en voyant que Jacob était à présent le mari de Sarah, aurait fui pour ne pas que Poséidon ne le suspecte, ou parce qu'il ne pouvait pas mentir plus longtemps à ses amis. La scène devant la tombe de Michael se déroulerait donc juste avant que Mahon ne disparaisse, pour fuir Jacob qui venait de gagner. Franchement, les fans de Mahon, là, qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ne connaissaient pas cette théorie, elle est incroyable, non? Ou sinon, certains préfèrent penser que Mahon travaille maintenant pour la CIA, et que si la porte est ouverte pour que Michael y travaille lui aussi en fin de saison, c'est pour que nos 2 personnages se retrouvent enfin lors de la saison 6. Mais Wentworth Miller, interprète de Michael, a annoncé récemment que si saison 6 il y a, il n'en fera pas partie. Donc affaire à suivre. Ou pas. Pour beaucoup, il y a un réel problème avec le dénouement final de la dernière saison. Si Whip fait foirer le plan, T-Bag le foire encore plus en révélant sa présence sans sortir de flingue. Une mort qui aurait pu être totalement évitée. Et des conneries de ce genre-là, de la bêtise des personnages, c'est très indigne de la série. Jamais dans les précédents épisodes, un plan avait foiré à cause d'une action stupide d'un personnage principal. Mais, justement, si on observe un peu, on se rend compte que le plan de Michael a tout de même fonctionné puisque Jacob le poursuit jusqu'au fameux camion. Et si le plan de Michael était que Whip simule sa mort pour que T-Bag retourne en prison afin que ce soit lui qui tue Poséidon? Selon cette théorie, Michael et Whip, qui travaillent ensemble depuis des années, rappelons-le, auraient élaboré une stratégie ensemble. Whip, avec du faux sang, simulerait sa mort pour déchaîner T-Bag. Ainsi, notre psychopathe préféré tue l'agent Blake et se fait arrêter. Pendant ce temps, Jacob poursuit Michael qui l'attire dans son piège, ce qui le conduira à retrouver
T-Bag à Fox River. Observez bien cette scène-là. L'agent Blake récupère le pistolet de Whip, et c'est avec celui-ci qu'elle lui tire dessus. Or, quelques minutes plus tard, Jacob, qui lui a récupéré le pistolet de Michael, lui tire dessus et découvre qu'il n'y avait que des balles à blanc. Et si c'était aussi le cas pour le pistolet de Whip? Michael aurait prévu, encore une fois, les facteurs humains dans son plan, devinant à l'avance l'attitude de T-Bag, de Blake et de Jacob. Ainsi, quand il demande à la CIA si Jacob et T-Bag peuvent être dans la même cellule, il ne s'agirait pas d'un plan de secours pour que T-Bag venge son fils, mais bien du plan originel. Il est d'ailleurs bien étrange que T-Bag ait un fils dans cette saison 5. Dans la saison 2, il avoue à Suzanne qu'il est le dernier descendant des Bagwell car il ne peut pas procréer. Et on apprend même par Sarah dans la saison 4 qu'il ne peut pas non plus être en érection à cause des abus sexuels de son père lors de son enfance. Alors cette histoire de fils qu'il aurait fait avec une serveuse 30 ans auparavant est un peu louche. Alors peut-être bien que Whip et Michael avaient tout prévu. Manipuler T-Bag et son désir d'avoir un enfant pour qu'il tue Poséidon. Did you learn it? All I want to do is end that bloodline. Or was it ingrained in you? Start another, a new family. It was ingrained in you, I'm son. the last in the line of Bagwells. Go easy, son. Those children are my salvation. My chance to make this world a better place. Bon, je vous avoue que ça a été un énorme plaisir de travailler sur cet épisode. Vous connaissez tous mon amour pour Lost, mais à l'époque, une autre série s'accaparait de mon cœur de temps en temps, et cette série, c'est Prison Break. Une série que je n'oublierai jamais. Et jamais j'aurais pensé que j'aurais pu écrire un épisode dessus. En vrai, je suis trop content. Certes, les théories ne sont pas incroyables, mais quand on aime l'œuvre, tout est bon à prendre. Le YouTube français ne parle pas assez de Prison Break. Peut-être que j'en reparlerai un jour. Allez, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année. C'était Didichon Dudouis. À la prochaine pour de nouvelles théories.